Ok. Aujourd'hui, on va parler de l'aide humaine, c'est-à-dire dans les échanges sociaux qu'on a dans notre relationnel, que ce soit sentimental, amical, familial. euh, il y a différents types de personnes, différentes manières d'interagir selon justement ce type de personnes dont on va parler maintenant. Et quel positionnement en fait avoir selon ces différents comportements. Comment être en phase avec soi-même face à ces différentes personnes en face de nous avec lesquelles nous échangeons et nous avons l'occasion d'interagir au quotidien. Comment se positionner. Il y a deux types de personnes. C'est extrêmement simple et c'est d'ailleurs quand c'est simple que c'est le plus vrai à mon sens. Ça sert à rien de trop compliquer les choses. Et d'ailleurs, plus c'est facile à retenir, plus c'est simple, plus c'est assimilable et réellement applicable au quotidien. Ces deux types de personnes, il y a les 90% de la population qui se trouvent dedans, même moi en fait. C'est des phases qui sont fluctuantes. Il faut comprendre que ces états d'être, ces deux types de personnalités, elles sont fluctuantes. C'est-à-dire que moi, dans ma journée, dans mon quotidien, j'applique de manière variable, ce qui dépend de ma responsabilité du coup et de mon positionnement. J'applique justement ces états d'être et c'est plus je l'applique au quotidien, plus c'est quelque chose qui s'assimile et qui se fait naturellement et qui équilibre en fait les choses dans mes relations aux autres et dans ma relation à moi-même. Donc il y a les 90%. Ces 90%-là, ils sont dans une relation de souffrance vis-à-vis du monde extérieur. Quand je dis souffrance, c'est un mot extrêmement large. C'est-à-dire que la souffrance est proportionnelle au ressenti qu'on en a et c'est propre à chacun. Et il n'y a pas de question d'hiérarchisation ou de concours de à qui la plus grosse sur la souffrance. Il faut bien comprendre et prendre du recul face à cette notion de souffrance. Peu importe chacun, comme il la reçoit, il la ressent, on est souvent, dans les 90% de notre quotidien, dans une relation de souffrance et de manque vis-à-vis de l'extérieur, ce qui va bloquer. Donc on va voir comment se positionner face à ces personnes qui ont un désagrément. La souffrance, ça peut être ça, juste un désagrément, une émotion dérangeante. Le fait d'être dérangé également, je le fais rentrer dans la souffrance. Ou alors il y a vraiment des souffrances qui sont latentes, qui sont anciennes, qui sont jaillissantes, qui viennent d'accidents de la vie qui peuvent arriver au quotidien en fait. Voilà, donc on est sur des souffrances plus ou moins grandes, mais des personnes qui sont en face de nous dans une situation de désagrément, d'inconfort. Et dans les 10%, dans ce deuxième état d'être, en fait, il y a l'autonomie créatrice, c'est-à-dire des personnes qui vont être dans la création plutôt que la consommation. Création, entendons-nous sur ce mot. Création, je ne parle pas forcément de quelque chose d'artistique, pas du tout. Quand je parle d'autonomie créatrice, je parle de quelqu'un qui a une idée exacte, précise, de ce qu'il veut faire, d'où il veut aller, ce vers quoi il s'anime au quotidien, quelque chose qui le porte et qui le porte suffisamment pour que ce soit un élan quotidien. Ces personnes-là, il faut être honnête aussi avec soi-même, elles sont rares et nous ne sommes pas forcément dans cette situation d'avoir établi exactement et touché exactement ce qu'est l'élan de vie et suffisamment pour que ça m'anime au quotidien et que je sois non pas dans une relation de souffrance vis-à-vis de l'extérieur, de demande vis-à-vis de l'extérieur, mais au contraire de création. C'est-à-dire que j'apporte ce que je suis. Alors, on va voir comment justement interagir selon des personnes qui sont dans cette situation de désagrément, de souffrance.
Et ces personnes qu'on rencontre occasionnellement dans sa vie, et plus on se connecte avec ce qu'on a en soi, plus justement on est amené à interagir avec des personnes qui ont trouvé aussi leur élan. Dans le premier cas, ces personnes-là qui sont dans la souffrance, il y a deux attitudes encore. On a donc deux types de personnes et deux attitudes dans le type souffrance. Deux choses à établir. Les deux choses essentielles sont l'expression du non, c'est-à-dire savoir exactement ce sur quoi je dis non, ce sur quoi il n'y a pas de discussion possible, seulement des actes. Quel est mon non profond qui est inenvisageable pour moi? Et une fois de plus, si on est honnête avec soi, la plupart du temps quand on échange avec des personnes, on ne sait pas exactement où est-ce que je me situe dans le non. Quand est-ce que je l'ouvre? Quand est-ce que je m'exprime? Quand est-ce que je donne ma voix? Et quand est-ce que, donc la deuxième situation, je garde le silence? Le silence est quelque chose qu'on oublie, avec lequel on a parfois du mal à vivre avec, et parfois au contraire non. C'est un silence qui nous fait être bien dans des moments de sourire, dans des moments d'échange, de rigolade. Il y a une sorte de silence intérieur qui se tait. Et donc, les deux choses à établir de manière franche sont ce sur quoi c'est un non, je n'accepte pas définir cette chose. Quand est-ce que je m'exprime, je porte ma voix et j'attends des actes, non pas des mots mais des actes. Et qu'est-ce que je fais si ces actes ne viennent pas? Parce que mon non, c'est une chose, mais pareil, dans mon non, comment se répercute mon non? Quelles sont les conséquences de mon non? Quels sont les actes que je vais faire pour ce non? Et si ce non n'est pas respecté, qu'est-ce que je ferai pour qu'il soit accepté? On est vraiment dans la question non-acte. Quelles sont les répercussions? Quelles sont les conséquences effectives qu'ils vont se passer si le non n'est pas respecté? Première chose. Et la deuxième solution, le deuxième outil, c'est le silence. Une fois que j'ai posé mon non, une fois que je sais ce qui doit être respecté, sacralisé, pour moi du moins, je n'ai plus besoin de dire quoi que ce soit. Si ce non, il faut un temps d'assimilation, je veux dire du non, pour attendre les actes, le silence est de mise. C'est-à-dire que à partir de là, une fois que mon non est établi, je reviens dans l'autonomie créatrice, dans un silence face à l'extérieur, face à cet échange que j'ai eu avec l'extérieur. J'ai posé les choses, j'ai posé mes limites. Je reviens dans l'autonomie créatrice et à partir de là, l'autonomie créatrice, j'avance ce sur quoi mon élan m'anime, ce sur quoi j'ai décidé au préalable d'avancer, quel est mon projet, quelles sont mes intentions, quel est l'état d'être dans lequel je souhaite avancer, quelle est la prochaine étape qui est accessible là, tout de suite, dans la seconde, pour continuer à créer sur mon projet, faire pousser la plante qui m'est spécifique. Voilà. Donc, on a deux types de personnes. Des personnes qui sont dans la souffrance et dans l'autonomie créatrice. C'est un échange qui se fait plus ou moins selon ces personnes-là. Il faut voir une personne comme un équilibre, une danse entre souffrance et autonomie créatrice. Et ces deux pôles vont se nourrir au fur et à mesure qu'on les travaille. Donc, quand on a une personne face à soi qui a cette ambivalence souffrance-autonomie créatrice, ma position, ma responsabilité est de savoir quand est-ce que je dis non, quelles sont les choses sur lesquelles je porte ma voix et quelles sont les conséquences si cette voix, après un certain temps que je décide, c'est encore une fois à moi de décider combien de délai je donne à la personne avec qui j'échange pour respecter ce non.
je n'ai pas obligé de le formuler forcément, c'est possible de le faire, mais je peux aussi à l'intérieur de moi dire ok, je me donne à cette date, moi j'en sais pas, prenons le 21 septembre, en fonction de là où je suis, je me pose cette date. On peut prendre une date qui est importante pour soi, qui correspond à quelque chose, pour que ce soit plus facilement mémorisable. À cette date, je m'engage personnellement à entamer une action qui fait et qui ne dépend que de moi, d'appliquer ce nom. C'est-à-dire, prenons un exemple, un comportement qui m'a déplu avec un collègue, je pose mon nom, je l'exprime de la manière qui me semble la plus à l'aise, que ce soit l'écrit, on l'oublie souvent, l'oral, le mail, peu importe. J'explique avec des outils de communication non violente, mais très, j'aime pas trop ce terme-là, mais bon bref, en gros, l'exprimer, je me sens, 3 petits points, face à 3 petits points, cette situation spécifique, j'aurais besoin, 3 petits points, exprimer le besoin qui est manquant dans cet échange. Sinon, voilà, ce que ça va modifier en moi et dans mes actions au quotidien face à cette personne-là. On ne parle pas de la personne, on n'est pas dans la critique de la personne, on exprime juste qu'est-ce que moi, je suis en mesure d'accepter, d'encaisser, et qu'est-ce que je fais si je n'arrive pas à encaisser. On n'est pas du tout dans le jugement, dans le bien, dans le mal, dans l'opposition en fait avec la personne. On n'est même pas dans une situation de conflit, on est juste dans l'expression de qu'est-ce que je peux supporter, qu'est-ce que je ne peux pas supporter, et si je ne peux pas le supporter, qu'est-ce que je change à cette date précise, à ce moment précis que j'ai déterminé dans mes actions. Quelque chose de très simple, on n'est pas obligé de partir dans des trucs de fou, dans des décisions complètement à l'opposé. Des choses réalisables que moi, vraiment, je pense, que je crois profondément possible de réaliser. Ça peut être une étape. On pourra parler dans un autre échange des petits pas. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, dites-moi en commentaire. Voilà. Donc, ces 2 pôles, souffrance, création, qui interagissent selon les personnes. C'est intéressant de savoir aussi à l'intérieur de soi quelle est la dynamique, comment ça évolue. Et donc, le non et le silence qui retourne à l'autonomie créatrice personnelle une fois que la limite est posée. Et dans ce silence, dans cet état d'être de création, de revenir, pas à la pensée, de revenir dans les actes, dans la création, dans la matérialisation de mon élan vital, de mon projet. On peut vraiment parler de ça en fait. Quel est mon projet de vie? Et il n'est à mon sens pas intéressant, en tout cas pas très... Ça n'aide pas beaucoup en fait. Ça peut être extrêmement chouette de le faire, mais moi j'aime bien le concret, j'aime bien les choses qu'on voit, qui sont perceptibles. Et pour ça, il est beaucoup plus intéressant de parler à court terme. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux ressentir à court terme? Qu'est-ce que je veux vivre à court terme que je crois profondément possible? Se poser cette question-là. L'élan vital, c'est ça au quotidien. Voilà, donc revenir à cette question-là, je pense que c'est extrêmement simple à retenir. On a la souffrance, on a l'autonomie. Face à la souffrance, poser son nom. Les actes personnels que je fais lorsque je ne peux plus supporter. Et l'autonomie créatrice. Qu'est-ce que je crois possible comme état d'être à l'instant T qui me fait être sur ce que je souhaite vivre au quotidien. Chercher la sensation qui me permettrait les compétences personnelles de joie, d'entrain, de ressentir ces émotions qui ont pu être ressenties dans le passé,
se connecter à ces émotions-là et les ressentir à l'intérieur de soi. Juste de sentir que c'est possible et que cet état d'être existe. Et le fait de nourrir, de donner de l'eau à cette sensation, on est déjà sur l'élan vital et le fait de travailler sur son projet et sur la capacité de pouvoir recevoir et d'être la personne déjà là, la future personne qui est déjà là, la personne future que je souhaite être qui est déjà là. Je ne sais quoi dire de plus, mis à part qu'il faut juste tester pour essayer. Je pense que une si petite chose, parfois, on prend l'excuse que c'est trop simple pour être vrai. Eh bien, je vous propose d'essayer et de revenir une fois essayer et de me dire ce que vous avez expérimenté et qu'on puisse en discuter. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard.